Salut tout le monde, c'est Sneakit. Avant toute chose, je me permets de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025 en espérant que vous puissiez lire et acheter plein de mangas. Voilà. On va quand même tout de suite commencer par les grands classiques qui sont les achats d'occasion, donc du mois de décembre. On va commencer par les 3 premiers tomes du Mouvement de la Terre chez Kiyun. C'est un manga, donc, on va dire historique, oui et non. C'est basé donc sur une période et des faits historiques, mais ça a été romancé. Donc on a des personnages inventés et même les pays sont inventés ici. De quoi que ça cause? Tout simplement, ça va parler de l'héliocentrisme, c'est-à-dire la théorie qui faisait en sorte que ce soit la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Alors évidemment, au jour d'aujourd'hui, ça serait débile de penser que c'est le contraire, mais à l'époque, si vous ne faisiez ne serait-ce que parler, d'émettre l'hypothèse que cette chose pourrait exister, l'Église vous tombait dessus et vous torturait jusqu'à ce que vous admettiez que « Ah non, c'est con, vous êtes trompé ». Et si jamais vous refusiez de l'admettre, vous étiez cramé purement et simplement. Ah, qu'est-ce que c'est beau la religion quand même. Et donc, pourquoi ces 3 tomes maintenant, me direz-vous? Eh bien, en janvier sort le tome 8 et le dernier tome de la série. En général, quand un dernier tome sort, surtout si c'est une série que j'avais dans mon viseur, bien, ça me motive à franchir le cap et à l'acheter. Et je dois dire ici que je suis pleinement satisfait de ma lecture, même si je ne m'attendais pas à avoir un monde, je m'attendais à avoir des vrais faits historiques et pas un monde romancé, mais ça passe très bien. Ce n'est pas sans rappeler d'ailleurs Balzar chez Meian pour ceux qui connaissent. Hop là. J'ai aussi rentré les 6 tomes de La danse du soleil et de la lune chez Kiyun. Manga, ma foi, fort sympathique aussi, qui raconte l'histoire d'un samouraï qui est désespéré, il est complètement pauvre. Donc on est déjà dans une période où la fin de l'ère des samouraïs, à l'époque du Bafuku. Et ce samouraï-là a le problème que dès qu'il touche du métal, le métal se plie. Alors l'avantage, c'est que même si on veut lui mettre un coup de sabre, ça ne fonctionne pas. Ce qui est paradoxal, parce que lui, limite, il est en mode « je vais me suicider ». Comme tout bon samouraï, il préfère mourir les armes à la main, sauf que même ça, il n'y arrive pas. Mais sa vie va changer le jour où une femme, un peu mystérieuse, va débarquer dans sa vie avec du pognon. Directement, choper une femme et du pognon, c'est plutôt plaisant. Et va lui redonner goût à la vie. Le problème, c'est que ça ne va pas durer très longtemps, parce que cette femme va être enlevée. Et donc, c'est ce samouraï, qui a toujours été considéré comme un incompétent, malheureusement, va mettre tout en œuvre pour aller la récupérer et se rendre compte que cette malédiction qu'il a, c'est peut-être un peu plus que ça, c'est peut-être un peu une sorte de pouvoir paranormal. C'était pas mal, j'ai adoré les 6 tomes que j'ai lus. Actuellement, il y en a 7 de sortie. Ça m'a plutôt bien plu aussi. Un côté très japonisant, très samouraï, mais avec cette petite touche de magie en plus qui n'est pas pour me déplaire. Et on termine avec une belle pièce que je convoitais depuis un moment. On va faire ça plus simple. Si vous avez suivi les vidéos Mangatech, vous l'avez déjà vu. C'est l'intégrale en 32 tomes du manga Skate Dance, le club des anges gardiens. Hop, et voilà les autres volumes. Hop là. Fait son poids aussi. Donc ce manga, c'est de la vie scolaire, en tout cas de ce que j'en ai lu pour le moment, avec un club qui est là pour rendre service aux gens, pour résoudre des petites enquêtes dans l'école. Il y a un petit côté aussi pouvoir, vu que le héros principal, donc ce personnage-là, une fois qu'il a tous les éléments clés de l'enquête, va
rentrer dans une phase d'analyse complète et finir par trouver la solution. C'était plutôt sympathique, mais là où je vous laisse manga, c'est parce que c'est par l'auteur de Witchwatch, chez Delcourt Tonkam, qui est actuellement un des mangas du Jump qui marche encore le mieux. Et ça marche bien. D'ailleurs, on reconnaît complètement son trait un peu rond comme ça, que j'aime bien. Donc voilà, Skate Dance, on l'a rentré et on est content. Et comble du plaisir, ça aussi je l'avais dit, mais je vais quand même le redire. Ici, vous voyez, hop, j'ai encore un tome de bibliothèque, mais j'en avais 2 tomes de bibliothèque et un tome 2 un peu pourri. J'ai réussi à les remplacer, à revendre les autres tomes, ce qui fait que j'ai amélioré 2 tomes pour 2 € pièce. Ma foi, on va pas bouder son plaisir. Ok, bah pour l'occasion, c'est tout. C'est pas énorme, je vous ai déjà habitué à mieux, mais voilà, une belle pièce, on est quand même content. On va tout de suite passer aux mises à jour. Je vais commencer avec ça, je suis plus sûr s'il n'est pas sorti en début du mois, mais c'est les 5 premiers tomes de B-Blues chez Meian, que j'ai rentré sur les conseils de Manga Badass. Parce qu'à la base, moi, ma réflexion a été, bon, ok, encore un manga de foot. C'est quand même des mangas qu'on a assez souvent. Autant Aohashi ici, c'est une dinguerie. Autant Captain Tsubasa, j'ai du mal, je suis pas fan. Donc j'avais peur de ce que ça allait donner. Mais Badass m'avait rassuré en me disant que c'était une bonne occasion et qu'il fallait y aller. Hop là, on va prendre un petit tome. J'avoue que je ne regrette pas ma lecture. Alors, tout de suite, je pense que c'est pas du niveau d'Aohashi, mais ça dépend de ce qu'on recherche. Aohashi va être plus technique, plus vraiment dans le football stratégique pur. Ici, on est plus sur vraiment un petit shonen de foot qui marche bien, puisqu'on est là sur un jeune garçon, alors qu'Ashito est déjà beaucoup plus vieux, hein, il n'est pas loin des 18 ans, si je ne dis pas de bêtises. Là, à l'origine, le héros a 11 ans, et au tome 2, il en aura déjà 13. Une des grosses forces, évidemment, il faut reconnaître à Meian, c'est sortir 5 tomes d'un coup, et en plus le tout dans un petit coffret. Franchement, ça régale. Meian, c'est les boss de l'édition. La seule crainte que j'ai, c'est pour le moment, ils n'ont pas annoncé la box volume 2. Donc j'espère qu'on ne va pas devoir attendre 6 mois. Mais honnêtement, si on nous sort une boîte tous les 3 mois, ce serait pas mal, sachant que la série compte 49 volumes terminés au Japon. Donc, à coup de 5, il faudrait 10 boîtes. Ça, franchement, ce serait pas déconnant. S'ils arrivent à les sortir tous les 2 mois, là, c'est champagne. Et ce que j'ai bien aimé avec ce manga, j'en avais discuté aussi avec Badass, je n'ai pas forcément d'accord avec moi, c'est que je trouve qu'il y a un petit côté à la Adachi. Alors lui compare avec Major, mais Major, je ne l'ai malheureusement pas lu. Est-ce que je les trouve ici? Bah, par exemple, vous voyez, on a aussi un chara-design avec des personnages un peu à grandes oreilles, comme ça. C'est semblable à l'œuvre d'Adachi. On retrouve le côté un petit peu triangle amoureux avec des jumeaux. On a un accident de voiture aussi, qui va changer les choses, changer la donne, même si c'est un petit peu moins radical que dans Touch. Donc, il y a une petite vibe. Il y a une petite vibe quelque part, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un affect pour ce manga, qu'il a bien pris sur moi. Donc c'est franchement pas mal. Et honnêtement, si vous avez des enfants, si vous cherchez un manga à offrir à un jeune public, et si en plus cet enfant est fan de football, c'est clairement un manga que vous pouvez recommander. Moi, j'hésiterai pas à conseiller ce manga-là à quelqu'un qui veut débuter dans le manga. On a aussi rentré les tomes 11, 12, 13 et 14 de Réimp. Mais là où je suis fort triste, c'est que je n'ai toujours pas rentré les tomes 9 et 10, donc je ne peux pas les lire. Et Dieu sait que j'en souffre, parce que Réimp, j'ai franchement adoré. Avec Bakuman, c'est vraiment les 2 séries à lire absolument, si vous vous intéressez au manga dans sa généralité.
Un peu sur la même idée du carottage, j'ai rentré les tomes 4, 9 et 10 de l'Oxalis et l'or. Le 10 étant le dernier, la série vient de se finir. Donc manga sur le western. J'avais prévu j'espérais avoir les 7 tomes pour tous me les faire d'un coup. Raté. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir et de dévorer le tome 4. Je me suis encore une fois régalé. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent du western en manga, je ne peux que le conseiller, même si on n'est pas foncièrement sur le côté cow-boy et indien, évidemment. Hein. Mais ce tome-ci, donc on parle des trains, parce que le chemin de fer ne s'est pas fait tout seul, et c'est aussi une part importante de la conquête de l'Ouest. Et surtout, ça parle aussi de l'esclavage. Bah oui, les États du Sud étaient quand même très très esclavagistes. Et ici, on est en 1860, donc ça nous fait réfléchir en disant, c'était pas si loin que ça finalement. Et pareil, toujours aussi dur, parce que s'il y a des Noirs qui sont bien traités d'un côté, d'autre côté, c'est vraiment du bétail, ils se font fouetter, tirer dessus. C'était vraiment une triste époque. Sans transition, parce que ça fait longtemps que ça me faisait aussi de l'œil, j'ai rentré les récits d'Obana, donc un gros recueil d'histoires courtes, normalement, par l'autrice de l'excellent... Et j'ai un trou, je passe pour un âne. Blue Exorcist, voilà, fatigué. Et une belle édition, parce que pour un recueil, on va dire un recueil d'histoire, ils ont quand même fait le café, avec le petit marque-page ici qui va bien, la couverture en dur, franchement, un beau bébé, donc ça rentre dans la collection, et ça fera toujours plaisir. Hop là. Et puis, on va terminer avec 2 grosses pièces, puisque qui dit fête dit cadeau, autant profiter pour se faire offrir des mangas qui en valent la peine. Et ici, on a fait honneur à Taiyo Matsumoto. Je l'ai dit, je l'ai pas mal découvert cette année. À l'origine, j'avais lu que Ping Pong. Puis là, cette année, j'ai quand même fait la gloire, le rêve de mon père et l'excellent Tokyo ces jours-ci. Je me suis dit qu'on allait aller un peu plus loin. Et en plus, ça fait pas de mal de remettre un peu à jour cet éditeur, cet auteur. Et donc, on a ici les Sunny en 6 volumes. Donc, Sunny, s'il y avait une photo dans un dictionnaire à côté de tranches de vie, je pense que ce manga pourrait sans problème y être. Si vous aimez la tranche de vie, c'est une régalade. Ça se passe dans les années 70, évidemment au Japon, et dans c'est pas vraiment un orphelinat, c'est une association qui s'appelle les Enfants des Étoiles, et qui s'occupe d'enfants qui n'ont plus de parents ou dont les parents ne peuvent pas s'occuper. Il se passe pas forcément grand chose, puisque c'est de la tranche de vie, donc il n'y a pas des dingueries, il n'y a pas des retournements de situation, mais c'est la vie classique, comme ça, d'un orphelinat, avec des moments drôles, des moments touchants, une scène très poignante d'ailleurs, vers le tome 3, qui m'a pas mal touché, honnêtement. Le dessin, évidemment, vous l'avez montré, je vous le remonte encore un petit coup, qui est assez atypique de Matsumoto, mais c'est pas mal dessiné non plus, qui c'est fait par un enfant de 5 ans. Quand on voit le travail qu'il y a derrière, il y a quand même quelque chose. C'est un des auteurs où je serais le plus curieux de voir des pages originales pour me rendre vraiment compte du travail qui est fait. Notamment, il a une façon de faire des cheveux à l'aquarelle, comme ça, c'est assez joli. Et c'est d'autant plus intéressant quand on sait que l'auteur lui-même a été une partie de son enfance, comme ça, en orphelinat. Donc, une belle découverte, j'ai passé un bon moment de lecture. Je n'ai pas encore fini, parce que fête de fin d'année oblige, c'est dur de finir une soirée et d'aller encore lire des mangas comme ça. Mais il me reste 2 tomes, je les finirai dans pas très très longtemps, avec plaisir. D'ailleurs, si vous avez aimé, par exemple, Une sacrée mamie, il y a vraiment des thèmes qui se rassemblent. La différence d'époque,
le manque de richesse aussi. Franchement, honnêtement, hein, si vous avez aimé une sacrée mamie, il y a des énormes chances que ceci vous plaise. Et on va terminer ce morceau aussi, parce que je raconte encore une fois beaucoup trop ma vie. C'est les 8 tomes du samouraï bambou. Pareil, ici, Matsumoto se lâche encore plus qu'à son habitude. On a quand même une différence avec le précédent. J'en ai entendu excessivement beaucoup de bien, notamment récemment par Sélection Manga, Céline et Adrien, qui ont adoré cette œuvre. Donc je me suis dit que c'était aussi l'occasion de l'apprendre, et surtout parce que, alors je ne sais pas si c'est encore effectif directement au moment où vous verrez cette vidéo, mais en janvier, Kana monte ses prix. Donc on est déjà sur des tomes à plus de 10 € pour celui-ci et plus de 15 € pour celui-ci. Je ne sais pas combien ils vont monter, mais c'est toujours pénible et donc je voulais absolument les rentrer avant la hausse des prix. Si jamais vous hésitez et que vous avez eu des sous pour votre Noël ou Nouvel An, je ne peux que vous conseiller de foncer dessus avant que les libraires n'augmentent les tarifs. Parce que c'est pas parce que ça va augmenter au 1er janvier que ça va être effectif. Si le libraire n'a pas encore changé ses prix, tant mieux pour vous. Donc c'était l'occasion d'en profiter avant que ça ne picote un peu plus. C'est déjà des œuvres de qualité, mais qui ont un coût. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi l'auteur n'est pas des plus populaires chez nous et sur Manga Collect. Voilà, et donc je vous propose d'enchaîner sur les nouveautés du mois. Donc on va commencer avec chez Vega, un gros pavé, le tome 2 de Gundam Origin. Toujours un bon gros bébé qui picote, toujours l'absence malheureusement de signet. On s'est dit qu'ils auraient peut-être pu corriger ça. Par contre, toujours la blinde de pages couleurs qui font plaisir. Une très belle édition. Est-ce que ça vaut son prix? Ma foi, c'est à vous de me le dire. Moi, j'estime que oui, parce que je suis plutôt fan du côté page couleur, papier glacé. Mais voilà, c'est dispensable, sauf si vous êtes un grand fan de Gundam, bien entendu. Chez Akata, le tome 3 de L'amour est au menu. Donc c'est un Yuri sur thème de bouffe. Il est tombé dessus un peu par hasard, ça m'a bien plu. J'aime bien la bouffe, vous me direz, c'est facile. Et là, on est dans la phase d'acceptation, où à force de partager des bons moments ensemble, les deux personnages qu'on voit ici se disent que finalement, on serait peut-être pas du même bord que tout le monde. Mais un tome très sympathique. Chez Kabooks, le tome 16 de Solo Leveling. Un tome qui m'a surpris parce que l'histoire se termine là. C'est la fin de l'histoire, mais ce n'est pas la fin du manga. Puisque, bon, évidemment, je ne vais pas l'ouvrir pour vous spoiler, ce serait quand même vachement con. C'est toujours une dinguerie à Solo Leveling, je me régale à chaque fois. Mais donc l'histoire est finie, et puis on repart sur une petite histoire derrière. C'est vrai qu'au nombre de chapitres, j'avais estimé qu'il y aurait 18 volumes, donc peut-être un petit spin-off en 2 volumes à suivre. Mais en attendant, j'étais fort satisfait de cette fin, je me suis régalé. Chez Panini, le tome 3 de Corée Kite Shine. Donc toujours ce petit club de manga qui continue à progresser. Ils ont fait leur première convention, ils en reviennent. Et maintenant, ils vont passer à l'étape suivante parce qu'il faut continuer à produire, mais surtout, pour vendre, il faut se faire connaître. Et donc, ce tome est un peu dédié aux réseaux sociaux et à la communication. Chez Ototo, qui ne sort pas grand-chose, mais bon, on va pas leur en vouloir quand même. Non, si on leur en veut à mort. Le tome 17 de Danmachi Sword Oratoria, donc le spin-off de Danmachi, que je n'ai pas lu parce qu'il y a des grandes chances que j'ai vu l'animé. Je ne sais même pas où ça s'arrête par rapport à l'animé. Il faudrait quand même que je me renseigne à un moment ou à un autre. Chez Manabooks, le tome 9 des carnets de l'apothicaire, l'autre version des carnets de l'apothicaire, devrais-je dire. Je suis toujours très fan de
celui de Kyun, mais celui-ci avance plus vite. Et surtout, si vous êtes un peu pressé, bien malheureusement, l'édition Kyun a rattrapé la sortie japonaise, alors que celle-ci a encore presque une dizaine de tomes d'avance. Et quand on sait que celle-ci va plus vite, si vous voulez absolument connaître la suite de l'histoire, le plus vite possible, je ne peux que vous conseiller de vous orienter vers l'édition Mana Books, qui est quand même pas mal qualitative, faut reconnaître. Mais voilà. Chez Soleil, donc on a le tome 7 de Today's Burger, le manga qui me donne le plus faim au monde chaque fois que je le lis. C'est toujours un régalade, évidemment, c'est un manga de bouffe sur le thème des burgers. Et puis, dans la même collection gourmet, donc Solo Camping for Two, le tome 4. Alors, c'est pas un mauvais manga, attention, moi je vais tout de suite, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais le problème avec cette série, c'est qu'elle n'a pas sa place dans une collection gourmet, malheureusement. Alors oui, le thème de la nourriture fait partie des thèmes principaux de l'histoire, puisque forcément, quand on est en camping, faut bien faire la popote. Et d'ailleurs, le personnage ici féminin veut devenir chef cuisinier. Donc, c'est vrai qu'il y a une notion de bouffe qui est présente, mais la notion principale du manga, ça reste le camping. Et donc, je pense que quelqu'un qui recherche vraiment un manga qui parle de nourriture et qui se dit, tiens, collection gourmet, je vais aller là-dessus, je suis pas sûr qu'il y trouve son compte. Contrairement à celui-ci, où vraiment, là, c'est 100% de la bouffe. Ici, c'est un peu plus spécial. Notez aussi que si le thème de camping vous intéresse, mon petit coup de cœur est ici, voilà, celui-là, c'est Au Grand Air. Ça aussi, c'est un manga qui est axé camping. C'est différent, parce que là, on est sur des adolescents, là, c'est des personnes majeures et vaccinées. Mais voilà, donc, en termes de camping, on a mieux. En termes de bouffe, on a beaucoup mieux. Donc, c'est pas vraiment un manga que je conseillerais. Mais, c'est pas un mauvais manga. Si vous êtes un grand fan de camping, allez-y. Si vous êtes un grand fan de bouffe, vous pouvez aussi y aller. Mais, si vous devez faire des choix, c'est pas celui sur lequel j'irai en premier. En toute franchise, bien entendu. Chez Kyun, on a le tome 8 d'Akane Banashi, un tome entièrement axé sur une compétition. Et évidemment, cliffhanger oblige, on ne sait pas qui gagne à la fin. Faudra attendre le tome 9. Frieren, le tome 13. Donc on en termine avec l'arc du retour dans le passé. Et on repart sur des bonnes bases. Après, on est toujours sur du chill. Ils continuent leur pérégrination, ils avancent, ils se posent pas trop de questions. Il n'y a pas de gros enjeux dans ce tome-là. Chez Nobinobi, le tome 26 d'Iruma à l'école des démons. On arrive dans le gros du sujet de la nouvelle année, avec directement un jeu où la classe des anormales doivent protéger les nouvelles recrues prometteuses des professeurs. Une fort bonne idée. Deux intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'on va enfin découvrir un peu plus les professeurs et leurs pouvoirs. On en connaît quelques-uns, évidemment, comme Monsieur Caligo, caché ici, voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qu'on n'a jamais vraiment vu à l'œuvre. Or, ils sont quand même professeurs d'une école de démons, donc ça doit quand même pas être des seconds couteaux. Donc ça fait plaisir de les voir. Et ça permet aussi, évidemment, d'introduire les personnages importants de la nouvelle génération. Le tome de Rakai de bibliothèque. Donc on continue évidemment l'histoire de la bibliothèque au Japon, avec le
le fait que les gens viennent donner des livres, mais plus pour s'en débarrasser qu'autre chose, donc il faut parfois savoir dire non. Et on en apprend un peu plus sur le héros, vu qu'on a ses potes qui viennent le voir, et qui à la base, évidemment, se foutent de sa gueule, parce qu'il devient un rat de bibliothèque, et il va leur montrer que non, les livres, c'est quand même quelque chose de cool. Chez Mangetsu, du lourd, on termine la sublime édition de Keiji de Tetsuo Hara avec le tome 18. Une fin, ma foi, satisfaisante. Évidemment, on est sur une fin un peu ouverte, mais c'est un personnage, on sait ce qu'il devient, et dans les grandes lignes historiques, on sait aussi comment ça a tourné. Donc, en tout cas pour ma part, il n'y a pas eu de grande surprise, mais j'ai passé un très bon moment de lecture. Tout comme avec le tome 3 de Jimbosho Sister. L'histoire prend toujours son temps, mais elle évolue quand même, les relations montent un petit peu, on voit bien qu'il se passe un peu des choses, donc c'est sympathique. Est-ce que ça pourra aller plus vite? Peut-être, mais en tout cas ça prend son temps. On verra bien jusqu'où ça va aller, mais en tout cas pour le moment, je me régale aussi. Chez Komiku, le tome 12 de Dungeon of the Black Company. On vient de terminer l'arc en cours, l'arc, comment dire ça, l'arc du passé. Donc de la baston avec un gros boss final un peu violent. Toujours ce héros qui est délicieux, qui a toujours 3 coups d'avance sur tout le monde. Donc ça passe bien, c'est un bon moment. On reprend le classique, j'ai pareil, toujours la curiosité de voir comment est-ce que ça va évoluer, et est-ce qu'il serait pas temps de se dire qu'on va arrêter tout doucement la série, parce que c'est pas non plus une série qui devrait... faut pas que ça dépasse les 20 tomes, quoi. On se comprend. Dans la catégorie Isekai, bête et méchant, Noble New World, Adventurer, pareil, il se passe pas grande chose, il est en visite dans un nouveau royaume, et personne ne se rend compte que c'est l'héritier surpuissant de la mort qui tue. Et donc forcément, il y a toujours un connard débile qui va chercher à foutre la merde, alors qu'il n'a strictement aucune chance, on est bien d'accord. Maintenant, c'est de l'isekai, on s'attend pas à grand chose. Le tome 20 de Pétale de réincarnation. Mon Dieu, chaque fois que je ferme un tome, j'ai tellement envie d'ouvrir le suivant. Le suspense est insoutenable. J'adore cette série. C'est pas la première fois que j'en parle, mais je me régale à chaque fois. Là, on est sur de la grosse baston, il y en a dans tous les coins. On a bon retournement de situation aussi. Donc, franchement, délicieux. Si vous aimez les mangas un peu style Battle Royale, où il y a plein de gens qui se foutent sur la tronche, avec un petit côté... justement, super pouvoir, c'est vraiment fait pour vous. Hop là. Chez Mangetsu, j'ai oublié le tome 21 de Shiruran. Donc, tome très important, puisque ça donne tout son sens au sous-titre, Shinsengumi Requiem, puisque ça commence très très fort à sentir la fin. Évidemment, moi, l'histoire, je la connais, je sais ce qui se passe dans le futur. Le Shinsengumi, on a déjà beaucoup parlé en manga. Et c'est le clap de fin, on va dire, pour ces deux personnages-là, qui vont tirer leur révérence avec la fin qu'on leur connaît. Mais l'histoire continue à être cool et le dessin est toujours aussi bon. Chez Panini, on a encore le très discutable Senseiya Next Dimension, tome 15, donc l'avant-dernier. Et bon, quelqu'un m'avait fait la remarque en disant si t'aimes pas le Cheval du Cancer, t'as qu'à pas lire parce que Kurumada fait bien ce qu'il veut. Force est de constater qu'il n'a pas tort. C'est vrai, si on n'aime pas quelque chose, rien ne nous oblige à le lire. Mais quand on part de quelque chose d'aussi bon que Senseiya, et quand on voit ce que c'est devenu, on peut clairement se poser des questions sur la santé mentale de ce brave Kurumada. Un exemple, me direz-vous. Voilà, je vous présente l'attaque ultime du Chevalier du Cancer, le très célèbre Shabadabada. Voilà,
ou comment transformer un chevalier d'or en grande folle, style Michel Serrault dans La cage aux folles. Alors, je sais pas ce qu'il a fumé, mais c'est un humour qui, déjà, n'a plus sa place en 2025. Hein. Bon, c'est un humour qui fait très une année 80. Et même là, qui n'a absolument rien à foutre dans un Senseiya. Donc, ici, pareil, je les achète parce que je suis un énorme pigeon, en plus il en manque plus qu'un, donc on va pas se tortiller du cul. Mais quand on sait que l'auteur a prévu de faire la suite de Senseiya, donc de rajouter un arc, l'arc de Zeus, ça me fait très très peur sur ce que ça va donner. Mais enfin bon, on verra bien. Chez le Lézard Noir, le vendeur du magasin de vélo, tome 6, encore un excellent tome. On est rarement déçu parce que sort le Lézard Noir, faut reconnaître. La romance évolue et les deux personnages commencent doucement à penser que se mettre ensemble, enfin s'installer ensemble pourrait vraiment être un plus. Chez Delcourt Tonkam, le tome 21 de Tanya the Evil. Donc on entre dans l'arc de la guerre mondiale. Et ici, les héros sont toujours aussi forts. En plus, ils viennent de recevoir du nouvel équipement, donc un power-up. Donc on a quand même du mal à voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir perdre la guerre au final. C'est pas un spoil, c'est dit depuis le début. Depuis le début, on sous-entend qu'ils ont vraiment perdu la guerre, donc comme dans la vraie vie. Mais voilà, on ne sait pas où ils vont aller. Mais pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien. Prendre un tome par an. Faut pas non plus exagérer. Le 8e fils, tome 12, encore de l'isekai ultra classique. Ici, on vient de terminer l'arc, on va dire, de la rivalité fraternelle. Et donc, pour l'instant, le héros, il chill. Tout ce qu'il a à faire, c'est créer sa ville. Donc, il va faire des champs, faire sa ville, s'organiser, voilà. On est un peu sur un Minecraft, un SimCity, mais version manga. Oh, ça se laisse lire, hein, c'est sympathique. Chez Crunchyroll, on a le tome 15 de Dan Dadan, l'un des meilleurs shonen actuels, hein, on ne le présente plus. C'est vraiment cool. Là, on a un nouveau personnage, ici, la déléguée. Est-ce que ça va aussi faire en sorte qu'on ait un nouveau protagoniste dans l'équipe? Pourquoi pas? J'aime bien que l'équipe s'agrandisse. Par contre, si c'est pour en mettre 32, ça va commencer à faire beaucoup. Faut pas exagérer non plus. Le tome 5 de Hokkaido Girls Are Super Adorables. Petite comédie romantique, ma foi, sympathique. Et on pouvait s'y attendre. Ça y est, le triangle amoureux éclate au grand jour et les hostilités sont ouvertes. On verra ce que ça va donner. Ça se laisse lire, si jamais l'anime est toujours disponible. Le tome 2 de Kill Blue, donc l'histoire de ce tueur à gages qui rajeunit, qui retourne à l'école et qui kiffe ça. On lui trouve enfin quelques adversaires à sa mesure, à d'autres gardes du milieu qui sont là pour l'embêter. Maintenant, ça reste sur de la comédie. Hein. Là, le personnage, il est très fort, mais s'il n'a pas une sucette en bouche, il souffre d'anxiété sociale. Moi, je trouve ça sympathique. Ça casse pas trois pattes à un canard. Par contre, le manga se casse complètement la gueule dans le Jump. Sachant qu'il y a 7 tomes de sortie, ça sent pas bon. Attendez-vous à une fin prématurée, à mon avis. Pas vous faire de faux espoirs. Et le tome 33 de Twin Star Exorcist. Hein, ça y est, je pense que le gros méchant est officiellement mis en place. Et donc, il manque juste la bataille finale pour terminer. En beauté, de toute façon c'est fini en 35 ou 36 volumes. Hop là. Chez Kana, on a le tome 6 de Showa Shoten, donc on attaque le gros morceau, donc le Koshien du rire. On a déjà, tout le tome fait l'introduction d'un des dieux, Pantoufle de verre brisé, et on voit leur passage sur scène pour le concours. Ça reste toujours sympathique. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est plutôt l'histoire que les blagues en elles-mêmes. L'humour, soit c'est pas pour nous, pauvres Européens que nous sommes, soit c'est pas fait pour ça. Je pense plutôt c'est pas fait pour ça. Mais c'est plutôt cool, l'esprit shonen est bien mis dedans. Et puis le dessin d'Obata, l'auteur dessinateur de Death Note connu, fait toujours le café. Ensuite, le tome 5 de L'Enfant en moi. Vraiment un excellent shoujo. Je me suis régalé encore une fois à la lecture de ce tome.
Ici, on entre vraiment dans le côté vie scolaire. Donc, je rappelle, elle a 16 ans et elle est tombée enceinte. Donc, il y a tous les problèmes avec les professeurs, hein, certains qui sont prêts à faire en sorte qu'elle puisse quand même avoir son diplôme, et d'autres qui auraient juste à voir se casser parce que ça donne une mauvaise image de l'école. C'est très japonais hein, comme jugement. Et évidemment, le vis-à-vis des autres élèves, alors est-ce que je dois le dire à ma meilleure amie, est-ce que tout ça, puis la rumeur qui circule, blablabla, c'est toujours problématique aussi. Shai, le tome 32, le tome 22. On est sur une baston avec un nouveau personnage, donc un des lieutenants d'Amalaric, qui est toujours, qui avait survécu, qui là vient attaquer Shine directement à l'école, avec un petit cliffhanger à la fin qui rend ça assez intéressant. Le tome 8 de Shaman King de Superstar, donc un spin-off que je n'ai pas encore lu. Pourtant, il n'est pas très épais, mais j'avoue que le spin-off est franchement pas terrible, en toute honnêteté. Autant Shaman King est une série que j'adore, j'ai lu plusieurs fois, c'est vraiment très bien, avec la nouvelle fin surtout. Mais les spin-offs sont pas dingues, faut le reconnaître malheureusement. C'est vraiment la collectionniste qui me pousse à les prendre. Un autre tome qu'on n'a pas lu, le Pineapple Army. Donc pareil, il y a le volume 2 sur 3. Donc ça reprend les 8 volumes de la série, c'est bien épais, on en a pour notre argent. Ici c'est Urasawa qui est au dessin. Et pareil, c'est du Urasawa, on a confiance, on achète, mais pas forcément besoin de lire ça tout de suite pour être au taquet. Hop là. Alors, chez Kurokawa, nous avons le tome 15 de Demon Slave, un tome très axé baston, vu qu'on a ces deux divinités-là, le Raijinshi, je suis plus sûr, qui débarquent, et donc on va avoir deux teams et deux grosses bastons, ce qui n'empêche pas, voilà, page qu'on peut pas montrer, avoir la petite dose de Heishi, qui fait quand même plaisir, hein. Mais franchement, ça se lit, c'est sympathique. Dans le genre manga peu connu, mais que je vous recommande, avec Kemono Incident, le tome 20. La baston chez le renard, c'est terminé, avec les pierres du yin et du yang. Et le héros se retrouve séparé des autres. Et ça nous permet aussi d'introduire un nouveau personnage. Donc ce petit crâne-là, qui, on le sent bien, il y a un secret autour sur ses origines. C'est pas n'importe qui. 008 apprenti espion, rien qu'à la couverture, vous avez compris, le Heishi ici, on aime bien aussi. Mais ça se laisse plutôt pas mal lire aussi, on aime bien. Là, donc le héros s'est fait choper par les vilains. Et on est dans l'espionnage, donc normalement la règle c'est, si vous êtes attrapé, on ira vous connaître et même votre existence. Sauf que ses potes sont pas d'accord, et donc là, boum, ils s'équipent jusqu'aux dents, et ils partent libérer leur ami. Ça fait très shonen, on aime bien. Le tome 6 de Moi quand je me réincarne en slime, Trinité. Un spin-off qui a un vrai intérêt, puisqu'il va ajouter des informations et un point de vue différent à l'œuvre originale, Moi quand je me réincarne en slime. Par contre, si vous n'êtes pas à jour avec Moi quand je me réincarne en slime, ne lisez pas ça, parce que vous allez vous faire spoiler. C'est clairement. Mais voilà, moi j'ai vraiment bien aimé ce tome en fait. Et plus je le lis, plus je me dis que c'est un spin-off intéressant qui amène vraiment quelque chose. Le tome 5 de Ansel Sakamichi. Je me régale toujours. Un excellent manga sur le sport et sur le cyclisme. Et ici, on attaque l'arc de l'entraînement. Comment on fait Enfin, ils partent faire un camp d'entraînement, voilà, en vue du gros événement. J'ai plus les noms en tête, un moment. C'est vraiment bien, c'est un très très bon manga. Par contre, on est au tome 5 sur 89. Et même si le rythme de sortie est correct, on a genre un tome tous les 2 mois, ça veut dire qu'on est parti pour attendre à peu près 10 ans pour rattraper la parution japonaise. Je suis pas sûr d'être encore vivant dans 10 ans, personnellement. Donc, ok, ils font un boulot pas mal. Moi, je m'en fous qu'il n'y ait pas une vraie jaquette. Tu vois, c'est pas ça le problème.
Mais j'aimerais tellement qu'ils aient les mêmes couilles que Meian et qu'ils nous sortent les tomes par paquet de 4, par paquet de 5, quoi. Faites quelque chose. Parce que là, c'est quand même assez insupportable. L'excellentissime tome 28 de Vinland Saga. Donc on approche de la fin. L'auteur lui-même l'a dit. Il a dit que ça devrait se terminer dans l'année. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, là, le niveau relationnel avec les Indiens, ça devient compliqué. Donc il va falloir faire des choix. Et on va voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, c'était toujours une lecture extrêmement sympathique. Maintenant, on va faire débat. On va faire débat et n'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire. Parce qu'ici, on va parler du tome 30 de One Punch Man. Alors, déjà, c'est pas mauvais en soi. Le dessin, rien à dire, c'est du Murata, c'est toujours aussi cool. Par contre, c'est quand même assez impressionnant de voir que sur un tome de cette épaisseur, il ne se passe rien. L'histoire n'a absolument pas évolué. Le pseudo-méchant Garo est toujours là. Le combat a commencé contre son maître, mais le combat n'a pas évolué, donc on ne sait pas qui a gagné, ça n'a pas bougé. Quant aux autres méchants, ils repopent en boucle. C'est vraiment limite à la Nicky Larson. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. C'est chiant. Donc là, on tourne en boucle sur 4-5 méchants qui reviennent en permanence, qui pètent la tronche aux héros, qui s'en sortent, qui chopent une nouvelle technique, qui tentent un nouveau truc. Ça passe, ça blesse le méchant, mais il est quand même pas mort. Et patati et patata, ça n'avance pas. C'est triste. À mon sens, ils sont en train de gâcher le manga. Alors, si vous n'avez plus d'idées pour le scénario, c'est pas grave. Vous pouvez finir le manga en 32 tomes. Ça va faire chier personne que le manga s'arrête. Et si jamais t'as d'autres idées, passe à autre chose. Mets fin à l'arc. Ça doit faire 15 tomes qu'on est dedans. C'est insupportable. Ça n'avance pas. Mon Dieu. Bref, si vous avez le même ressenti que moi, dites-le en commentaire. Mais là, ça devient quand même compliqué. Le tome 28 de Hippo, saison 6, qu'on pas encore lu non plus. Il faudrait que je me remette à jour dans Hippo, parce que ça ne va pas. Et dans les tomes pas lus, nous avons aussi le 25 des héros de la galaxie. Et ça, par contre, je suis très très en retard. Hop là. On va passer chez Pika avec MMA, Mix Martial Artist, ou de son vrai nom, Full Runner Megulu. Donc toujours sur le MMA, la préparation pour le gros tournoi qui servira sûrement de point d'orgue et de fin au manga, puisque je rappelle qu'il est fini en 19 volumes. Et une petite rencontre avec donc les deux personnages principaux. C'est toujours sympathique, ma foi. Le tome 21 de Bakemonogatari. Pas lu celui-là, mais c'est normal, puisqu'on approche du bout. C'est fini en 22 tomes, donc on va se les garder pour plus tard. Le tome 13 de Windbreaker, très axé baston, parce que là on est vraiment pour un furieux en mode guerre ouverte, avec des centaines d'élèves qui se foutent sur la gueule. Et le tome se termine avec l'apparition des généraux ennemis, dirons-nous. C'est sympathique, mais c'est pas un des meilleurs tomes, puisque pour moi, une des forces de ce manga-là, c'est quand ça joue plutôt sur l'émotionnel que sur le baston. Mais ça reste très bon, c'est un bon petit Furio, franchement, ça vaut la peine d'être découvert. Un tome qui m'a laissé sur le cul, Fortnite of the Apocalypse. Alors, c'est pas la meilleure des séries, et je l'ai déjà dit, moi je préfère clairement le Seven Deadly Sins. Mais en tout cas là, il y a eu une révélation de ouf gueudin, et c'est passé un truc. On ne peut pas vous dire quoi évidemment, mais je ne l'ai pas vu venir. J'ai vraiment été bluffé. Et derrière, on part sur le classique time-lapse, donc on revient, je crois que c'est 2 ans après. Mais waouh, franchement, bluffé, je m'y attendais pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que là, ok, tu m'as bien saucé, mais si c'est pour ne rien en faire, ça va être triste. Donc j'espère vraiment que l'auteur en fera quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, c'était un fort bon tome. Celui-ci, par contre, vraiment, bijou.
le tome 16 de Rokudenashi Lose. Donc toujours sur du Furio avec le dessin de c'est pas Murata, c'est Morita. Voilà, ça ressemble, mais les deux dessinent très bien en fait. Et ici, on est encore sur une grosse baston. À l'époque, il y a des gens qui disaient que le manga commençait réellement avec l'apparition de Onizuka. Et ici, on est vraiment sur pourquoi pas, mais là on est sur un autre boss et d'un autre niveau. Le style boss de fin qu'il a tout le monde, qui est intestable. Donc c'était vraiment très très cool, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis c'est pas mal d'avoir un objectif, on va dire un vrai méchant pour aller sur le long terme. Alors est-ce que ce sera lui qui va prendre la place du type à abattre jusqu'à la fin? Ça risque de faire beaucoup, ce qui est comme 25 gros volumes, hein, c'est un peu plus, c'est pas des tomes doubles, mais on n'est pas loin. Donc très très hâte de voir ce que ça va donner, mais je me suis régalé. Le tome 21 d'Orient Samurai Quest, un tome bien épais aussi, puisque c'est l'avant-dernier. Et ici, on va mettre en place la baston finale. Hein, parce que là, il n'y a plus le choix. De toute façon, il n'y a plus le temps, il n'y a plus qu'un tome. Donc, on est vraiment, soit on arrive à tuer les vilains Oni, soit on meurt tous dans 3 jours. Donc, pas le choix. Mais c'était plutôt sympathique. Le tome 2 de Versus de One. C'est un tome sympathique. Je m'attendais à plein de choses. C'est spécial. C'est pas ce que je m'attendais. Mais voilà. On montre bien par contre que les humains sont dans le pétrin. Parce que ça crève à tour de bras. Faut pas vous attacher aux gens. Les gens, ça meurt. Et ça meurt vite. La dernière fois que j'ai vu autant de morts dans un manga, c'était avec Terraforming Mars. C'est dire. Mais il y a toujours ce plan qui a l'air quand même de fonctionner. Hein. Donc si on arrive à faire s'affronter entre eux les ennemis de l'humanité, ça a l'air quand même de passer un peu. Mais est-ce que ça suffira? Puis surtout, est-ce que ça va surtout marcher? Parce que s'il y en a un qui gagne, est-ce que ça ne deviendra pas la némésis ultime? Donc pour l'instant, c'est sympathique. Je passe un bon moment de lecture, mais à voir sur la durée ce que ça va donner. Sinon, on a le tome 43 de Yona, princesse de l'Aube, qu'on n'a joyeusement pas lu, et le tome 32 de To Your Eternity, qu'on n'a pas lu non plus. Et on va terminer avec Meian, qui a bien régalé ce mois-ci. Ah, ils sont bons chez Meian. Ah, ils sont bons quand même. Donc, on a le tome 10 de Chinning Live. Donc, ça continue tranquillement. On parcourt le pays des Wyverns. Et puis, il y a, soi-disant, des ennemis qui viennent un peu relancer la bagarre, des mecs qui seraient un peu puissants, un peu vraiment dangereux. Le problème, c'est qu'ici, ils ont choisi d'avoir un héros qui a infini à toutes ses statistiques. Donc, fondamentalement, il peut rien lui arriver. Je veux dire, le gars a quand même défense infinie. Donc, c'est strictement, ne serait-ce qu'impossible de le blesser. Donc, les enjeux, il n'y en a pas vraiment non plus. Mais ça se laisse lire. Le tome 3 de Reincarnated into a Game as the Hero's Friends. Et pour être bien sûr, Running the Kingdom Behind the Scene. Voilà, donc c'est aussi un isekai avec un titre excessivement beaucoup trop long. Mais ce que j'aime ici, c'est qu'on est sur un côté peut-être un peu plus mature que ce qu'on a d'habitude, ne serait-ce que dans le dessin et dans l'histoire. Donc là, le héros se réincarne dans un monde qu'il connaît, puisque ça vient s'étirer d'un jeu vidéo. Sauf que d'être le héros, un classique, lui, c'est un gros PNJ. Donc il va se servir de ce qu'il a appris dans sa vie précédente pour essayer de s'en sortir et de pas crever, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on est plutôt axé, plutôt que grosse baston et tout ça, plutôt intrigue, politique, entraînement, stratégie militaire. C'est pas mal, c'est original, mais ça reste de lycée. Là où par contre, c'est toujours du 10 sur 10, c'est les tomes 72 et 73 de Kingdom. Par contre, évidemment, donc fin d'un arc, fin de l'arc de Zao, encore une fois. Mais fallait s'y attendre. Nous l'avons quand même teasé dès le début, si vous avez lu les précédents volumes, que la grosse baston allait très très mal tourner pour Kin, vu qu'ils vont avoir le plus grand nombre de morts, à peu de choses près, de leur histoire. Et
si comme moi vous êtes un petit peu intéressé à l'histoire autour de la fondation de la Chine, vous savez aussi que ça pouvait pas vraiment bien se passer. Mais par contre, ça nous tease un prochain arc qui promet d'être fort goûtu. Toujours en Isekai, bah oui, on est chez Meian. The New Gate, tome 3 et 4. J'ai l'impression que ça fait un moment que les tomes précédents étaient sortis. Donc c'est l'histoire de ce personnage-là, donc on est vraiment sur du Sword Art Online. Hein. Donc ils sont coincés dans un jeu vidéo, ils tuent le méchant, tout le monde revient dans la réalité, sauf lui qui reste dans le jeu vidéo et qui se réveille 500 ans plus tard. Dans cet tome-ci, il fait la rencontre de ce personnage-là, qui est une elfe bien connue, légendaire du royaume, et qui est en fait son PNJ à lui qu'il a créé, c'est son bot d'assistance en quelque sorte. Et il repart joyeusement à l'exploration, donc avec son ancien larbin, l'héritière de celle-ci, et parce qu'il faut de la mignonitude, ce petit renard qui a pris une apparence de petite fille. C'est tout minouche, ça marche bien. Il faut toujours un petit personnage minouche de toute façon. Ensuite, de la baston jusqu'à plus soif, puisqu'on a les tomes 17 à 20 de Kengen Omega. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a vraiment un tournoi entier dans ces 4 tomes. Donc déjà, c'est plutôt cool de commencer et de finir un tournoi, d'où l'intérêt d'avoir aussi plein de tomes d'un coup, ce qui fait quand même toujours plaisir. Et on va terminer sur un nouvel arc où les personnages vont aller dans ce qu'ils appellent l'intérieur, donc une zone de non-droit ultra dangereuse, pour aller y rechercher un de leurs potes. Franchement, ça marche bien, c'est du bon divertissement, et c'est plutôt cool. Et en parlant de baston qui marche bien, on va terminer, histoire d'éviter que la vidéo soit encore beaucoup trop longue comme mon habitude, par les tomes 9, 10, 11 et 12 de Baki New Grappler. Je me régale toujours autant avec Baki. C'est facile, même si c'est des tomes énormes, quand je me pose et que je les commence, je les enchaîne les 4. C'est impossible d'arrêter ma lecture tellement c'est bon. Et ici, on arrive quand même au bout de la baston avec les prisonniers. La plupart ont fini par se faire péter la gueule bien comme il faut. Et c'est toujours la grosse poilade. Sachant qu'on arrive au bout, on démarre aussi un nouveau tournoi chez les maîtres le maître Shaolin, je ne sais plus, il y a tellement d'arts martiaux et tout ça, vous m'excuserez pour les puristes. Mais voilà, on commence sur un nouvel arc, et on sait surtout, maintenant c'est officiel, que ce sera terminé en 17 volumes qui sortiront en février. Si je ne dis pas de bêtises, qui ne change pas d'avis. Donc 5 volumes d'un coup pour finir la série, c'est plutôt cool, on va encore se faire bien plaisir. J'espère qu'en 2025, on aura droit que Meian continuera sur sa lancée, qu'on aura droit à la suite. Parce que je me rappelle d'un homme des cavernes qui vient pour se battre contre Baki. C'était délicieux. Donc j'ai vraiment très très envie de lire ça en manga. Voilà. Eh bien, si vous êtes toujours là, comme d'habitude, bravo. Je vais regarder en plusieurs fois. Pas de souci, c'est normal, c'est beaucoup trop long. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est le plus important, comme ça on en discute. Il y a quand même du débat avec le Senseiya, qui moi me laisse quand même un peu sur ma faim. Et puis ce One Punch Man qui n'avance désespérément pas, c'est la tristesse absolue. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne année 2025 et je vous dis à la prochaine!